Voilà. Écoutez, encore une fois, bienvenue. Je vais partager mon écran. Bienvenue sur ce webinaire, si ça veut fonctionner. Voilà. Bienvenue sur ce webinaire dédié au co-développement comme outil pour aider à prendre l'habitude du succès. On va aller regarder ensemble qu'est-ce que j'entends derrière ces mots-là. Simplement, peut-être d'abord parce que la plupart d'entre vous, peut-être, vous ne me connaissez pas. Alors, je suis Vianney Bernard. J'ai un parcours professionnel qui commence maintenant à avoir une certaine durée. J'ai à l'origine une formation Subdeco. Très vite, une création après l'école, une création d'entreprise. Il s'agissait de livrer de la restauration classique à domicile dans l'heure qui suit l'appel. J'ai toujours beaucoup d'amusement à parler aujourd'hui parce que ça paraît tellement banal, sauf que en 87, eh bien, ma foi, c'était extrêmement innovant. Peut-être trop, d'ailleurs, à une époque où encore si peu de gens avaient ne serait-ce qu'un Minitel. Donc voilà, une expérience, ma foi, formatrice. Ensuite, des postes plus classiques pour un subdeco, comme chef d'exploitation chez Sodexo Santé ou directeur d'établissement chez Promocash, qui m'a amené ici à Bourges, d'où je vous parle aujourd'hui. Euh, j'ai ensuite à nouveau repris la création d'entreprise. Et pendant 13 ans, j'ai développé, exploité une société qui faisait la vente, l'installation, la maintenance de tout ce qui était cuisine professionnelle. En 2011, j'ai cédé mon entreprise et depuis cette date, eh bien, fort de mon expérience de petit entrepreneur, de responsable de TPE, eh bien, je me suis installé comme coach de dirigeant et ce que je fais maintenant donc depuis quelques années. Voilà pour l'essentiel. Ce qui m'a soutenu, ce qui m'a permis ce parcours, eh bien, c'est quelques aspects particuliers de ma personne, à la fois euh, une stabilité familiale. Je fête cette année mes 41 ans de mariage. La chance d'avoir trois enfants. Nous attendons le huitième petit enfant. C'est pour moi un élément important de ressourcement permanent. Ensuite, un ancrage spirituel qui nourrit mon quotidien et mes actions. Quelques talents, je crois, ou une facilité en tout cas, autour de la synthèse analytique. Ça me permet d'aller voir très vite le cœur du sujet et d'en tirer l'essentiel. J'ai pu me former et développer des qualités d'écoute. Je suis également formateur à l'écoute maintenant. Et en tout état de cause, tout ça nourrit chez moi un côté entrepreneur et que je souhaite engager en lien avec mon ancrage spirituel et qui m'a amené, il y a quelques temps maintenant, à créer le mouvement Influencers. Influencers, c'est un mouvement qui regroupe les dirigeants d'entreprise qui pensent qu'avoir le talent d'entreprendre, c'est à mettre au service de l'humain et du bien commun. Et donc, nous faisons route ensemble dans ce but-là. Et pour y pratiquer le co-développement, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Alors, faire du co-développement, faire du succès une habitude grâce au co-développement, voilà par quelles étapes nous allons passer. D'abord, peut-être s'interroger sur qu'est-ce que le succès et est-ce que c'est la même chose que la réussite ou bien est-ce qu'il y a une petite distinction à faire. Ensuite, parler d'habitude, eh bien, c'est pareil. De quoi parlons-nous? Et parce qu'on entend beaucoup aussi le mot de routine, là aussi, est-ce la même chose ou bien pouvons-nous distinguer entre les deux? Ensuite, bien sûr, on ira regarder qu'est-ce que le co-développement, comment ça fonctionne et la puissance que ça peut développer d'une manière générale. Et ensuite, eh bien, pour nous, dirigeants en particulier, comment on peut conjuguer un certain nombre de choses pour que, effectivement, nous puissions prendre l'habitude du succès. Et puis enfin, puisque vous êtes là et que j'imagine que vous serez sage, je vous ai réservé une petite surprise pour la fin.
et un petit cadeau particulier. Voilà. Alors, premier, bien entendu, si vous avez, j'essaierai de regarder en même temps. Mon assistant aujourd'hui n'était pas disponible, donc je j'irai regarder de temps en temps sur le chat. Si, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou, ma foi, vous pouvez aussi tout simplement lever la main si à un moment donné, vous souhaitez que je précise certaines choses. Alors, succès ou réussite? Voilà une question qui peut peut-être paraître bizarre, mais en partant d'un exemple, peut-être que c'est encore ça le plus parlant. Imaginez deux lycéens ou deux lycéennes qui viennent de passer leur baccalauréat. L'une est très joyeuse et l'autre semble perplexe, alors que toutes les deux sont reçues à l'examen. Toutes les deux ont obtenu leur baccalauréat. Eh bien, tout simplement, on peut peut-être regarder que la première c'était son objectif de l'année, elle l'a atteint, tout va bien, elle est super contente, mais elle n'a pas forcément une vue très précise de la suite pour elle. Alors que l'autre, eh bien, elle a un vrai projet professionnel. Elle a une vue très précise de ce qu'elle souhaite faire comme carrière. Et ça passe par une grande école dont l'entrée est conditionnée au fait d'avoir obtenu le baccalauréat avec un minimum de 12 de moyenne. Or, elle vient d'obtenir son bac, effectivement, mais avec 10,8. Et donc, elle sait que eh bien, cette note ne lui permettra pas d'aller vers l'école qu'elle souhaite intégrer. Et avec cet exemple-là, eh bien, on peut très facilement voir la différence, en tout cas pour moi, entre une routine et le succès. La routine, hein, c'est un mot qui est dérivé de l'informatique. Euh, Pardon, je suis pour la routine habituelle, entre le succès et la réussite, excusez-moi. Le, la réussite, en fait, c'est l'obtention d'un résultat, un objectif particulier, un résultat atteint. Et là, on peut effectivement parler de réussite. Le succès, quant à lui, c'est quelque chose de plus large, quelque chose qui nous met dans le bon moment vers un objectif plus grand. Alors, partant de là, on peut se dire que le succès, ça n'est ni le fait de bénéficier d'un génie particulier et personnel, c'est pas non plus le fait d'avoir les planètes qui s'alignent, même si ça peut aider à un moment donné. C'est pas non plus le fait d'avoir un coup de chance, ni d'avoir l'idée du siècle, même si là aussi ça peut aider. Mais si vous voulez bien, accordons-nous sur la définition du succès comme étant l'équilibre, la cohérence entre votre pourquoi, votre comment et votre quoi. Et là, peut-être, si vous avez déjà abordé ça, vous reconnaissez l'approche développée par Simon Sinek. Vous trouvez ça facilement euh, sur YouTube, par exemple, où il développe toute cette idée que l'essentiel est d'avoir un pourquoi, hein, exprès en deux mots, c'est-à-dire un but supérieur qui nourrit notre comment et notre quoi. Les clients n'achètent pas ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons, à condition qu'ils se reconnaissent dans cette visée. Je ne saurais trop pour y réfléchir si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous conseiller de recourir à l'ikigai. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais c'est une approche assez complète et assez intéressante pour réfléchir sur sa raison d'être d'entreprise à partir de trouver la bonne conjonction entre votre passion, votre vocation, votre profession et votre mission. Tant entendu qu'il y a des risques si on n'est que sur un seul des quatre pans. Alors, avoir une raison d'être, c'est bien, mais si on veut continuer de parler de succès, il faut avoir la vision complète, c'est-à-dire à la fois, bien sûr, une vocation, une raison d'être, un but supérieur, comment votre entreprise va contribuer de manière positive à la société et à vos clients. Et puis, bien entendu, d'avoir la visualisation qui va avec, c'est-à-dire le plan, le plan pour y parvenir. À 6 mois, à un an, à quoi ça va ressembler et quelles sont les étapes intermédiaires
pour atteindre cette visualisation. Une fois qu'on a ça, on peut encore une fois se dire que ces étapes intermédiaires pourront constituer soit des moments de réussite, un objectif atteint, mais aussi tout simplement, peut-être si on n'a pas encore atteint l'objectif final, on peut être dans le succès à n'importe quel moment si mon plan est bien établi et que je suis mon plan. C'est-à-dire qu'à tout moment, je suis dans la bonne cohérence entre mon pourquoi, mon comment, mon quoi, et que je fais aujourd'hui ce que je dois faire pour atteindre l'objectif final. Donc, vous voyez que le succès, il peut se décliner tout au long de la vie d'un projet et pas simplement dans l'atteinte du résultat final. Une fois qu'on a regardé cette précision entre succès et réussite, interrogeons-nous, si vous voulez bien, autour de l'habitude, routine ou habitude. Alors, routine, c'est un mot qui est dérivé de l'informatique. Une routine informatique, c'est une boucle de programmation qui fait que, à un moment donné, eh bien, si telle action ou si tel moment du programme se déroule, eh bien, il y a la routine qui tourne toute seule pour engager la suite ou incrémenter d'autres aspects, d'autres renseignements. Depuis, on en a fait, il y a l'expression que vous connaissez peut-être, hein, les routines matinales, ces enchaînements d'actions pour nous mettre en route le matin, par exemple. Il me semble qu'il y a une petite dérive de sens autour du vocabulaire. Là aussi, si vous voulez bien, prenons un exemple. C'est la petite histoire vécue, hein, réelle, d'un Parisien. Alors, il habite Paris et il travaille à Paris. Pour aller de chez lui à son travail et inversement, eh bien, il lui faut à peu près une demi-heure de transport en commun, moyennant un changement de ligne de métro. Et ce brave homme, tous les soirs, après la journée de travail, eh bien, vous connaissez métro, boulot, dodo, mais c'est métro après boulot. Et donc, il passe une demi-heure dans ce que vous connaissez vraisemblablement des conditions du métro parisien. Donc, il arrive chez lui, il est fatigué, il est en sueur et il n'a pas du tout déconnecté, il n'est pas dans les bonnes conditions pour arriver chez lui. Et puis un jour, grève, et il fait beau, et il se dit, après tout, j'essaie, il rentre à pied. Et il s'aperçoit que finalement, ça ne lui prend que 3 ou 4 minutes supplémentaires, donc le temps de trajet est à peu près le même. Simplement, pendant cette grosse demi-heure, il a entendu chanter les oiseaux, il a vu un peu de verdure, il a il a vu des gens heureux aux terrasses, etc. Bref, il a pu déconnecter, il s'est décompressé, il s'est reconnecté un peu à la vie normale et il arrive chez lui dans des conditions de détente que, ma foi, il n'avait pas connues depuis très longtemps. De ce jour-là, il a pris la décision de rentrer tous les soirs à pied parce qu'il a constaté que ça lui faisait un bien fou par rapport au transport en commun. Eh bien, je vous dirais que ça me semble un excellent exemple pour moi de la différence entre une routine et une habitude. Certes, dans les deux cas, il va s'agir d'une activité systématique, voilà, d'une automatisation d'une activité. Simplement, dans le cas de la routine, elle est subie. C'est quelque chose qui s'impose à nous, que l'on subit sans y prendre garde, euh, et dans un réflexe quasi pavlovien. Là où l'habitude, ma foi, eh bien, va répondre à une attitude, une action consciemment adoptée sur la base d'un processus volontaire et désiré. Et c'est la différence que je vous propose d'adopter là pour notre propos aujourd'hui. Ceci étant, une habitude, eh bien, ma foi, il ne suffit pas de la désirer, de la décider pour que nous puissions la prendre. Je suppose que vous aussi, vous connaissez les fameuses décisions du 1er janvier que souvent, arrivé le 3 ou le 4, on a déjà un peu abandonné. Hein. Vous savez, cette année, je vais perdre 10 kilos. Cette année, j'arrête l'alcool. Cette année, je fais une demi-heure de marche par jour, etc. Et on peut prendre des décisions vers de nouvelles habitudes.
Mais ce n'est pas aussi simple que ça et il faut tenir dans la durée. D'ailleurs, les spécialistes, différents experts ont euh, démontré, ont mis au jour les étapes de la création d'une habitude. Ça répond à un cycle particulier. D'abord, bien entendu, il vous faut un déclencheur, quelque chose qui vous amène à prendre la décision de soit de créer une nouvelle habitude, soit d'en changer une. Alors, très souvent, il est plus facile de créer une habitude que d'en changer une déjà bien établie. Bref, un effet déclencheur. Ensuite, bien entendu, eh bien, il faut mettre une ou des actions en place qu'il va nous falloir rendre systématiques. Ce qui n'est pas simple, c'est pourquoi ils ont pu observer que mettre une célébration au sens d'un ancrage, c'était absolument indispensable. Quand on parle de célébration, pas au sens de je me récompense parce que j'ai atteint l'objectif, mais bien au sens d'un ancrage psychologique. C'est-à-dire que j'associe à l'action que je dois rendre systématique, j'associe un moment plaisir qui fait que ça va me créer un ancrage. Mais tout ça, ça aide, mais la vraie difficulté, eh bien, c'est de durer. C'est la force de volonté nécessaire pour persévérer, pour que ça devienne une habitude. Parce qu'au départ, il faut se forcer. Et là aussi, il y a différentes écoles. Les spécialistes ont pu alors, ils ne sont pas tous d'accord, mais suivant les spécialistes, il faut 21 jours pour que l'habitude soit prise. D'autres disent qu'il en faut 66. Dans tous les cas, vous voyez bien que ça veut dire que avant que ça devienne une habitude, eh bien, il y a du temps à passer où il faudra de la force de volonté pour persévérer. Voilà. Alors, une fois qu'on a posé tout ça, maintenant, on voit ce qu'est le succès et on a compris que pour créer une habitude, eh bien, il faut certaines conditions. Allons regarder du côté du co-développement. Si je vous dis que le co-développement, c'est champagne et paillettes, peut-être que vous imaginez quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, pas du tout. Il s'agit de messieurs champagne et paillettes. Monsieur paillettes, monsieur champagne, qui sont les créateurs, en tout cas dans le sens d'une méthode codifiée, qui sont les créateurs, sont les Canadiens qui sont les créateurs de ce qu'on appelle le co-développement, encore une fois, en tant que méthodologie de travail, avec des conditions bien particulières pour que ça puisse fonctionner. Donc, quand on parle de co-développement, eh bien, il faut être précis et bien savoir de quoi on parle. Si on veut se donner une définition, tout simplement pris la leur, hein, voilà. Le co-développement est une approche de formation innovante qui réunit un groupe de personnes rencontrant les mêmes problématiques professionnelles. Important déjà de se dire que ça fonctionne entre personnes qui partagent le même genre de problématiques. Un format qui utilise l'intelligence collective pour trouver des solutions à des problèmes communs, et grâce à l'écoute et au témoignage de chacun des participants. Important de se dire que c'est une méthodologie qui favorise l'intelligence collective à partir de la pratique et non pas à partir d'un apport extérieur. D'ailleurs, si on veut préciser, voilà, eux-mêmes précisent les six principes de base qui constituent le co-développement et sa réussite. D'une part, que la pratique, encore une fois, la définition entre personnes qui rencontrent les mêmes problématiques, donc qui sont dans des situations identiques ou en tout cas qui se ressemblent par bien des aspects. La pratique a des savoirs que la science ne produit pas. Et il y a bien souvent beaucoup plus, sinon autant, à ressortir de l'expérience des autres que de la connaissance elle-même. La pratique, d'ailleurs, point numéro 2, apprendre une pratique professionnelle, c'est apprendre à agir. On est bien dans quelque chose qui vient de l'expérience des participants et qui sert à entrer en action.
Troisième point, échanger avec d'autres sur ces expériences permet des apprentissages impossibles autrement. Il s'agit bien là aussi de se dire que le, le savoir, la connaissance, eh bien, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses limites. Et que finalement, dans la confrontation à ce qui a été expérimenté par d'autres, eh bien, finalement, est une source d'apprentissage que la connaissance ne peut pas apporter. Également, le fait que, point numéro 4, le praticien en action, donc celui qui fait, qui expérimente, qui agit, est une personne unique dans une situation unique. Euh, Même si les situations se ressemblent, la manière que j'ai personnellement de la vivre, eh bien, fait que parce que je suis une personne à part entière et par conséquent totalement unique, ma manière à moi de répondre à la situation euh, ne constituera pas un exemple pour quelqu'un d'autre, mais en tout cas une particularité, quelque chose d'unique, mais quelque chose d'existant. Et le but, c'est bien que d'autres eh bien, trouvent à partir des exemples uniques leur réponse unique. Ce qui fait appel aussi un peu au point numéro 5. La subjectivité de l'acteur est aussi importante que l'objectivité de la situation. Oui, la situation peut ressembler à celle de quelqu'un d'autre, en tout cas en valeur absolue, en description objective, mais la manière d'y répondre, eh bien, elle est propre à chaque personne. C'est une autre façon de dire, un peu comme le point numéro 6, hein, le travail sur l'identité professionnelle est au cœur du co-développement, c'est-à-dire que le co-développement ne fait pas appel à du conseil, ne fait pas appel à euh, le savoir d'un consultant externe, etc. On est bien dans une pratique d'abord. Vous avez vu que le mot est vraiment au cœur de la méthodologie. On est dans une pratique qui se nourrit de la pratique des autres. Une fois qu'on a posé tout ça, comment ça fonctionne concrètement? Eh bien, c'est tout un processus. Alors, dans le co-développement, il y a plusieurs acteurs. D'une part, au centre, ici appelé un client, mais en tout cas, quelqu'un, une personne qui porte une question particulière, une décision à prendre, un sujet de préoccupation et qu'il faudra aider à un moment donné à, voilà, ça va être son choix de sujet et qu'il va poser au centre du processus. Autre personnage autour de ce client, alors on les appelle des consultants, mais vous avez compris que ce sont surtout des pairs, des personnes qui partagent le même genre de situation, donc des personnes qui vont être là pour contribuer à un moment donné. Et puis, chose essentielle, enfin élément essentiel, troisième catégorie de personnes, il faut un facilitateur. Il faut quelqu'un qui n'est pas concerné et qui est le garant de la méthodologie, qui est le régulateur du process. Parce que c'est une méthode qui fait appel à l'écoute, à la prise de parole, mais dans un cadre bien particulier. Et il est important d'avoir quelqu'un qui est ni le client, ni parmi les consultants, et qui est le garant du bon fonctionnement. Alors ensuite, il y a un certain nombre d'étapes. La première d'entre elles, c'est que eh bien, le client va exposer son sujet. Alors, il est porteur d'une question, d'une décision à prendre, mais il faut qu'il en explique les conditions, les tenants aboutissants, ce qui l'amène à se poser cette question, etc. Donc, il faut qu'il contextualise le, le sujet. Deuxième étape, question de clarification. Je suis pas allé dans le bon sens, excusez-moi. Deuxième étape, clarification, c'est-à-dire que, ben, puisque c'est une personne subjective, nous l'avons dit dans les définitions, eh bien, sa manière d'exposer son sujet est forcément biaisée par la manière qu'il a de le vivre, de le ressentir, et voilà. Donc, et pour être bien sûr que tout le monde va réfléchir
à partir d'un sujet bien compris tel que le client le souhaite et et que nous sommes tous dans la même compréhension, eh bien, il y a une phase de questionnement. Donc là, les consultants questionnent le client autour du sujet qu'il a exposé. Ça va permettre d'aller au fur et à mesure à la troisième étape, le contrat de consultation, c'est-à-dire que la question posée par le client, eh bien, après cette phase de clarification, on va pouvoir la reformuler. Peut-être on l'aura modifiée au passage. Les questions auront permis au client de préciser sa question. Et donc, il s'agit à ce moment-là du processus de redonner, de reformuler et de notifier la question. Comme ça, tout le monde, on est tous clients consultants, on est tous bien d'accord. C'est là-dessus qu'on travaille. Donc, c'est le contrat. Ensuite, on est dans une phase de contribution. Et là, dans cette phase-là, il est important que le client se mette dans une position d'écoute. Les consultants vont pouvoir tour à tour apporter des contributions, des idées par rapport au sujet qui a été, par rapport au contrat. Il s'agit de contributions, il ne s'agit pas de conseils, il ne s'agit pas de dire tu devrais ou si j'étais toi, je ferais. Ce n'est pas du tout la question, c'est des idées, des suggestions, chacun son tour, sans rebondissement, sans surenchère parce que bah, mon voisin vient de dire ça et donc, ah bah oui, et moi, ça. Non, non, chacun son tour. Chacun son tour des contributions et on fait autant de tours que de nouvelles idées surgissent, que de nouvelles idées arrivent de la part des consultants. Pendant tout ce temps-là, le client est en phase d'écoute. Vous voyez bien que là, on est dans un phénomène, un processus qui n'est pas forcément naturel chez beaucoup de gens. D'où l'importance, encore une fois, du facilitateur qui est garant du bon fonctionnement. Une fois que les contributions sont terminées, eh bien, le client peut prendre un temps de synthèse. À partir de tout ce qu'il a reçu de la part des autres, eh bien, il peut isoler, retenir une, deux, trois idées principales qui sont inspirantes pour lui et où il se dit, eh bien voilà, ça, ok, je vais pouvoir mettre en œuvre et me mettre en action. Mais ça ne se termine pas là. Il y a une dernière phase importante. Dans tout ce qui a été dit, dans tout ce qui a été proposé comme contribution, au-delà du client, parmi les consultants, parmi les autres personnes présentes autour de la table, eh bien, dans tout ce qui a été dit, inévitablement, j'ai entendu quelque chose qui résonne aussi pour ma propre situation. Et donc, il y a ce tour de table final. Qu'est-ce que j'ai entendu? Chacun pourra dire, eh bien, moi, je retiens aussi telle chose, telle contribution, ou peut-être aussi tout simplement parce que je vis une situation analogue à celle du client, mais pas forcément, mais en tout cas, dans tout ce que j'ai pu entendre, eh bien, eh oui, et ça me parle à moi aussi, et je vais pouvoir en faire quelque chose. Donc, vous voyez que le co-développement bien, a des bénéfices au-delà de la personne qui en bénéficie principalement. Qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est quoi les avantages? Bien, en tant que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre dans vos entreprises parce que ça a plein de vertus euh, autour de, autour de l'ambiance, alors que ce soit en termes d'apport individuel, parce que bah, chacun pourra y trouver bénéfice pour améliorer sa pratique, résoudre ses propres problématiques, être plus efficace, etc. Mais ça a aussi des incidences organisationnelles et, euh, et des incidences sur l'ambiance, sur le travail collectif. Euh, c'est un excellent moyen de mettre en œuvre la subsidiarité. Hein, pour rappel, ce qu'on appelle subsidiarité, c'est le fait de dire que eh bien, ce sont les personnes qui sont en charge
mettre en œuvre qui sont les mieux placés pour prendre les décisions. C'est celui qui fait qui est le mieux placé pour savoir quelle décision prendre pour faire, pour améliorer, pour faire un peu différemment, etc. Et donc, au plus près on descend, si je peux dire, dans la hiérarchie, au plus près on descend la prise de décision, et plus on sera efficace et plus on sera rapide en réactivité. Le co-développement est un excellent outil pour faire fonctionner cela. Mais aujourd'hui, je m'adresse, enfin, c'est mon travail quotidien et je m'adresse à vous en tant que dirigeant. Alors, vous pouvez être ce facilitateur, cette personne externe qui pourra animer et faire fonctionner des groupes de développement en interne. Mais mon propos aujourd'hui, c'est surtout de vous inciter à vous poser la question pour vous-même, dans votre rôle de dirigeant, dans votre rôle d'être celui qui décide, parce qu'on est bien d'accord que c'est le rôle du dirigeant. Comment est-ce que vous, pour votre rôle, vous pouvez vous servir du co-développement, utiliser le co-développement pour faire du succès une habitude? Eh bien, vous vous rappelez, on a dit une feuille de route bien définie, une planification qui met en œuvre ou qui prévoit les étapes pour mettre en œuvre votre raison d'être. Donc, avoir réfléchi sur sa raison d'être, une feuille de route. Pour cela, ma foi, des outils, il y en a diverses. Le journal du succès, c'est celui qu'on utilise chez Influencers. Ça fait l'objet d'autres webinaires. Si ça vous intéresse, eh bien, il suffira de me demander. Mais surtout, vous rappelez, pour créer l'habitude, il faut mettre en place des célébrations. La célébration, c'est ce petit moment plaisir. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous le connaissez, ce petit moment-là. Cette petite habitude qu'ont nos enfants, ce petit rituel. Parce que quand on parle de célébration et d'ancrage, c'est bien de cela dont on parle. Mettre en place un rituel qui va créer en nous le moment favorable pour agir. Et ce petit moment favorable pour que les enfants puissent s'endormir dans de bonnes conditions, eh bien, c'est ce petit temps, ce petit rituel. Raconte-moi une histoire, une petite lecture, quelque chose, mais qui fait que derrière, ça va les aider à se mettre dans l'état intérieur favorable. En fait, la ritualisation, la célébration comme rituel d'ancrage, c'est ce qui va permettre de débloquer et de mettre en route toutes les hormones du bonheur, les hormones du plaisir. Donc, la préconisation, c'est de mettre en place des rituels de célébration et idéalement, c'est pas toujours facile, mais idéalement, une célébration quotidienne tous les soirs. Tous les soirs, je me félicite parce que soit j'ai réalisé mon plan tel qu'il était prévu, soit il y a eu des choses mais où ça n'a pas tout à fait marché, mais donc j'ai appris quelque chose. De toute façon, il y a matière à célébrer. Et puis, c'est le moment où je peux aussi regarder ma journée et voir comment mon plan, je peux continuer de le dérouler tel que, si je l'adapte, etc. Et quand on y arrive, eh bien, c'est tous les soirs, c'est toutes les semaines, c'est tous les mois. Parce que de toute façon, si ma planification est bien faite, je sais ce que je dois faire aujourd'hui, je sais ce que je dois faire demain, je sais ce que je dois avoir atteint à la fin de la semaine, à la fin du mois, etc. Bref, en tout cas, alors à chacun de trouver la sienne, hein. Je connais quelqu'un qui est euh, gourmande, gourmande de chocolat, alors qui sait qu'elle doit se restreindre, mais qui en même temps, euh, elle apprécie. Bah, sa célébration quotidienne, c'est ce moment où elle s'arrête en fin de journée et où elle déguste un morceau de chocolat, un bon morceau de chocolat. Voilà, c'est son moment à elle. Ça lui déclenche les hormones de plaisir et là, elle peut regarder sa journée et son plan et célébrer son succès. Vous vous rappelez, au sens de l'équilibre, la cohérence entre mon pourquoi, mon comment, mon quoi. Je suis au bon moment à faire ce que je devais faire et donc je suis sur ma route du succès.
Si on ramène ça au cycle de création d'une habitude, bah, l'effet déclencheur, ma foi, ce sera justement votre projet, votre plan vers le succès. Ensuite, bah, les actions à mettre en œuvre, cette fameuse célébration quotidienne, hebdomadaire à mettre en place. Et il reste la question de la durée, de persévérer. Eh bien, c'est là où il faut pratiquer, pratiquer, parce que c'est comme ça que je vais transformer tout ça en habitude. C'est là où, alors, il existe différentes solutions, mais vous comprendrez bien que je vais vous présenter celle d'influencers. C'est bien pour ça que nous créons et animons des cercles de dirigeants. C'est pour tenir dans la durée. Parce que le cercle, eh bien, c'est justement, j'ai à tenir cet engagement vis-à-vis de moi-même. Je veux prendre cette habitude de fonctionnement pour aller en permanence vers mon succès. Eh bien, tout seul, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que le cercle de leaders d'influence va m'aider. L'engagement avec le cercle, parce qu'à partir du moment où je suis engagé avec d'autres, mais c'est plus difficile de ne pas tenir l'engagement. Voilà, je suis pas tout seul, je suis avec d'autres. Eux-mêmes m'aident à tenir cet engagement, l'engagement avec le cercle, et puis l'engagement avec, parce que dans le cercle, excusez-moi, mais dans le cercle, bah, je vais apporter mes contributions, mais bien entendu, je vais recevoir les contributions de tous mes pairs. Rappelez-vous qu'au développement, on est dans un fonctionnement entre personnes qui vivent des situations comparables. Pas forcément identiques, mais comparables. Donc, je vais contribuer et recevoir des contributions. Et puis, pour compléter ce support d'engagement, eh bien, à l'intérieur du cercle, on crée une relation de partenaire, c'est-à-dire que chacun va être le mentor d'un autre membre. Comme vous le voyez là, non pas comme une relation en binôme, mais je suis le parrain de quelqu'un, mais le filleul de quelqu'un d'autre. Et dans mon rôle de parrain, de mentor, eh bien, ça permet, entre chaque réunion du cercle, d'avoir quelqu'un qui me stimule, qui me rappelle à, aux actions que j'ai décidé d'entreprendre, qui me rappelle à l'utilisation de la méthodologie. Bref, quelqu'un qui va m'aider entre les réunions à être dans l'application de la méthodologie et dans le fait de tenir mes engagements. Eh bien, ma foi, quand on fait travailler tout ça en même temps, le cercle, le partenaire, avec la méthodologie, eh bien, je vous assure que on est vraiment dans un fonctionnement d'intelligence collective en mouvement et qui permet, eh bien, de tenir mes engagements vis-à-vis de moi-même, qui permet de d'être en permanence focus sur mon planning, mon rôle à moi en tant que dirigeant, de ne pas me perdre dans les actions quotidiennes, parce que ça, d'autres sont là pour ça. Et ça me permet de rester focus sur mon rôle et de faire du succès une habitude. Juste pour terminer sur le sujet, eh bien, un cercle, le fonctionnement, et parce qu'il s'agit d'un processus de co-développement structuré, mesuré et évolutif. Le cercle se réunit une fois par mois. Euh, c'est 13 à 17 membres. Euh, grâce à une méthodologie particulière dans le moment du co-développement. Oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, d'après Champagne et Payette, un groupe de co-développement, c'est 6 à 8 personnes. Moins, c'est pas suffisamment riche en termes de contribution. Plus, c'est compliqué à faire fonctionner, à ce que tout le monde puisse s'exprimer, etc. Alors nous, on y a ajouté une particularité pour que justement, eh bien, on puisse fonctionner à plus nombreux et que ça n'en soit que d'autant plus riche et pour aller vers des contributions qui soient véritablement à 360 degrés. Donc, une réunion de cercle, c'est une réunion en 3 temps, un moment de partage d'expérience, voilà où est-ce que j'en suis, comment ça évolue, ce que j'ai réussi et ce que j'ai appris. Ensuite, un vrai moment de co-développement, donc l'ensemble du groupe autour d'un des membres, mais avec une approche comportementale, c'est-à-dire que on utilise ce que les neurosciences nous ont appris sur
sur les dominantes comportementales, elles se répartissent en quatre grandes catégories. Et en utilisant cette approche-là, ma foi, on peut avoir une approche qui soit vraiment à 360, parce que le petit risque, c'est que forcément, chacun réagit à partir de sa propre dominante comportementale. Donc, en se forçant un petit peu dans des catégories diverses, on a une partie contribution dans le processus de co-développement, une partie contribution qui est plus riche, plus complète. Et puis enfin, troisième temps, un atelier de co-construction. On sera à nouveau dans l'intelligence collective, mais non pas autour d'une personne, mais autour d'un sujet particulier. Ce qui amène en fin de rencontre à la prise à chacun, pour chacun, la prise de décision annoncée au groupe et qui va nourrir mon moi et sur lequel je pourrai rendre compte lors du mois prochain. Voilà ce qui rend cette méthodologie encore plus efficace et en tout cas qui permet pour un dirigeant eh bien, d'être dans le suivi de sa planification, qui permet de tenir l'engagement avec lui-même et donc un co-développement adapté entre dirigeants pour faire du succès une habitude. Donc vous l'avez compris, un cercle, eh bien, ça sert à partager pour découvrir, parce que j'entends les autres, écouter justement, et dans cette écoute des contributions, je pourrais prendre ma décision. Le fait de pratiquer régulièrement va me permettre de me transformer et dans cet entraînement régulier que j'ai avec le groupe, avec mon partenaire, eh bien, je vais pouvoir entretenir et aller vers continuer de performer et obtenir les résultats. Voilà, je surveille l'heure en même temps. Eh bien, on est très bien. Voilà ce que je voulais principalement vous dire. Bon, je passe rapidement un petit peu sur voilà, à quoi peut servir un cercle de leader d'influence, mais peu importe, vous l'avez vu sur celui d'avant, mais enfin, ça permet de gagner du temps sur les décisions, de garder sa planification, travailler sur sa vision, de challenger ses idées, etc. Bref, de progresser régulièrement dans la posture de dirigeant. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Est-ce qu'il reste un petit peu de temps avant que je vous parle du cadeau particulier que je vous ai réservé? Euh, alors, on a un petit peu de temps pour répondre aux questions. J'en profite, voilà, je vois qu'il y en a une dans le chat. La célébration ici est plutôt individuelle. La préconisez-vous aussi pour l'ensemble des salariés? Dans le processus de co-développement, oui, c'est individuel. Enfin, plutôt, excusez-moi, mais dans le processus de mise en place d'une habitude, c'est un rituel personnel. C'est l'habitude que vous voulez prendre. Bien entendu, ça n'enlève rien à tous les bénéfices qu'on peut avoir quand on a une équipe autour de nous, à avoir des célébrations collectives. Bien sûr qu'il faut les avoir, mais elles ne sont pas forcément constitutives d'une prise d'habitude. C'est déjà pas facile de prendre une habitude seule, voire faire prendre une habitude à un groupe, ça me semble plus compliqué. En tout cas, de toute façon, des moments de célébration collectif, c'est essentiel aussi, bien sûr, à la mise en place d'une ambiance, au fait que tout le monde soit en route vers un objectif commun. Bien sûr, tout ça, c'est important. Mais là, effectivement, j'en parle de manière très individuelle pour je veux mettre en place une habitude, moi. Et donc, c'est mon petit moment plaisir que j'associe à l'action que je dois rendre habituelle. Ce petit moment plaisir va m'aider à le rendre habituel, me met dans une condition intérieure favorable. Encore une fois, hein, c'est prendre une habitude, c'est à un moment donné se forcer à une action tous les jours, euh, jusqu'à ce que ça ne me devienne, mais qui peut être pénible, hein, voilà. Ou même si c'est pas pénible, mais pour que ça devienne vraiment une habitude, il faut aider. Il faut aider et la célébration est là pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions, tout simplement, à ce que je vous ai présenté là? Il nous reste, il nous reste 10 minutes si vous le souhaitez, enfin 5 minutes en tout cas.
soit dans le chat, soit n'hésitez pas, on n'est pas si nombreux que ça, hein, on est une quinzaine là, donc si vous voulez défaire le micro et poser une question ou proposer une réaction, tout simplement. Je me sens seul d'un seul coup. Êtes-vous là? Y a-t-il des surprises à ce que je vous ai présenté? Peut-être vous connaissiez des âges déjà, je ne sais pas. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je me présente, Saber Gertila. Donc, j'apprécie votre vidéo et je suis entièrement d'accord parce que les entrepreneurs, d'une, sont souvent seuls et dès que les difficultés s'accentuent, c'est très compliqué d'y faire face seul. Et faire ça en groupe, un groupe de travail comme cela où on apporte et on reçoit, je trouve ça très bien. Ma question est, est-ce que vous avez déjà des groupes en place? Alors, quelques-uns, pas encore énormément, mais écoutez, ça m'amène à mon petit cadeau. Euh, si vous le souhaitez, si ça vous intéresse. Vous êtes dans quelle région, Saber? Alors, moi, je suis en Île-de-France, mais je travaille pour un groupe qui est dans la France entière avec trois filiales dans la rénovation énergétique et les certificats d'économie d'énergie. Mais moi, je suis Ok. sur Paris. Je suis à Paris. Ok, alors je vais vous mettre un lien dans le chat et puis de toute façon à tous. Et puis il sera disponible sur simple demande si vous n'avez pas le temps là de le récupérer. Mais la proposition que l'on vous fait tout simplement, eh bien, c'est si vous êtes intéressé, euh, on reprendra contact avec vous derrière. Il suffira de répondre au petit questionnaire. Là, je vais vous mettre le lien bah, pour vous permettre d'aller à la rencontre d'un groupe et alors c'est récent, mais on est présent en Île-de-France. Et donc l'idée, c'est qu'on vous invite tout simplement pour participer à un moment de co-développement avec d'autres chefs d'entreprise pour que vous puissiez vous rendre compte et expérimenter. Donc Super. vous verrez ça. Impeccable, merci. Je vois dans le chat également, ça vous rappelle beaucoup les principes du lean management. Oui, bien entendu. Euh, c'est un peu le même principe que l'industrie utilise dans les principes du Lean. Euh, Savoir avec qui faire avancer les choses et ça reformuler la question à problème initial. Oui, oui, c'est essentiel, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, la formulation que quelqu'un peut faire d'un questionnement ou d'un problème à résoudre est forcément biaisée par la personne elle-même, par son quotidien, par la pratique qu'elle a ou le ressenti qu'elle a autour de la situation. Donc, il y a nécessité à questionner la question de manière à la rendre plus exacte et plus neutre. Une prochaine réunion à Bourges ou à Nevers, avec plaisir, Hervé. On pourra se reparler en dehors avec grand plaisir. Le rapport entre subjectivité et objectivité, Benoît, c'est une question ou c'est juste pour souligner? Pour souligner, oui, oui. Ben oui, oui, de toute façon, forcément, alors, attendez, en même temps que je vous parle, il faut que j'aille rechercher le lien. Comme je vous ai dit, je ne suis pas aujourd'hui accompagné. Voilà, je vous ai mis le lien dans le chat. Et puis, en tout état de cause, eh bien, on vous le fera parvenir en parallèle. Mais oui, forcément, je veux dire que là aussi, hein, toutes les avancées que l'on connaît aujourd'hui sur les neurosciences et en particulier autour de ce qu'on appelle les biais cognitifs, il y en a plus de 200 répertoriés. Donc, nous sommes tous sujets
à notre personnalité, à nos dominantes comportementales, à nos habitudes, celles qui sont déjà en place, etc. Et au fonctionnement qui se mettent en place autour de nous et qui quelquefois s'imposent à nous, etc., etc. Et donc, notre manière d'aborder une situation, de la regarder, est quasi obligatoirement subjective. Et c'est là où l'apport de personnes qui vivent des situations analogues, qui pratiquent elles aussi, eh bien, est un éclairage nécessaire et qui vraiment apporte des solutions. Euh, D'ailleurs, curieusement, soit quelquefois il y a des choses qui paraissent évidentes à certains et qui a échappé à celui qui est porteur de la question, ou bien tout simplement, euh, ben, Saber faisait part de la solitude du dirigeant. Notre particularité, s'il en est une en tant que dirigeant, c'est que nous sommes le ou la décisionnaire final. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi, j'ai été dans des grandes entreprises. J'ai souvent râlé parce qu'il fallait que j'applique des choses que je ne savais pas pertinentes pour là où j'étais, et en même temps, quelquefois, empêcher de mettre en place des choses qui me semblaient pourtant importantes. Et puis, quand je me suis retrouvé seul dans mon entreprise, ah bah oui, là, il n'y a plus personne au-dessus pour me dire oui, tu peux, non, tu peux pas, oui, tu dois, non, tu dois pas. Et là, pour décider, eh bien, on est seul. On a toujours quelques conseils comptables, avocats, tout ce que vous voulez, mais on sait bien que les conseillers ne sont pas les payeurs. Je veux dire par là qu'ils ne sont pas. Enfin, la décision finale, elle nous revient à nous, dirigeants, et là, nous sommes seuls, toujours seuls, ou pas. C'est l'opportunité que l'on a de rejoindre des groupes de pairs. Il en existe différents. Nous avons mis en place une méthodologie de co-développement spécifique. C'est notre particularité, en fait, c'est de conjuguer le co-développement et l'approche comportementale. Voilà, bon, bah, certains, voilà, je vois, il est 56, certains sont attendus ailleurs, voilà, au revoir Marc. Et puis, ben, encore une fois, merci beaucoup pour votre attention. Il est encore temps d'aller récupérer le lien, si vous le voulez, dans le chat. Et puis, en tout état de cause, euh, eh bien, on vous l'enverra à la suite du webinaire. Hervé, votre question, est-ce que c'est que vous êtes du même coin géographique que moi? Oui, oui, absolument. Rebonjour Vianney, en fait, les années filent vite euh, et on s'était rencontrés à Bourges. On J'entends pas s'était très ren- bien, excusez-moi. oui, oui, on s'était rencontrés à Bourges et je suis proche de Nevers. Ah, voilà, c'est pour ça que ça me disait que votre nom me disait quelque chose. Voilà, c'est ça. Et sur un projet qu'on avait pu, sur lequel auquel on avait participé à son lancement, je pense il y a 7, 8 ans peut-être déjà, donc c'est le temps passe vite. Et donc voilà, donc je suis toujours ici entre Nevers, la Charité et Paris, mais voilà, donc je suis vraiment toujours aussi candidat à ce que vous diffusez. Donc ce Mais sera, je vous propose, c'est que tout simplement, on se recontacte au téléphone, là, ouais, ouais, euh, comme ça, on pourra discuter directement. très bien. Merci. Écoutez, il est 13h58. J'ai tenu l'horaire. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. N'hésitez pas à vous faire connaître si vous voulez vivre un moment comme celui-là. Vous serez dans ce cas-là rappelé par soit par moi-même, soit par le représentant local d'Influencers qui reviendra vers vous. On en avait Merci un beaucoup. aujourd'hui on en avait un aujourd'hui, Lucien Bonenfant, qui est encore là et qui est le référent influencer sur l'Aube, Lyon, la Haute-Marne et les départements limitrophes. Je les ai plus tous en tête, sur Reims également, etc. Voilà, bonne journée, merci beaucoup. Parfait.
et Merci, à bientôt. au plaisir. À bientôt.